Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux que vous soyez venus ce soir chez Carib pour accueillir le poéticide de Hans Limon. Hans, est-ce que tu peux tout de suite me dire, ça se dit bien Hans Limon? Hans. Hans, d'accord. Mais Limon. Ouais, limon, pas limone. Pas Limon, voilà. Un reste de petits doutes. En fait. Sinon, tu vas te faire poéticider. Je vais essayer d'éviter ce sort. Donc, c'est un... Alors, moi, je ne connaissais pas l'écriture de Hans, donc avant Poéticide. Il était déjà venu chez Carib, mais pour faire un travail totalement différent, puisqu'il était venu pour faire mon propre travail, en fait, un soir où j'étais retenu au Havre. Et il était venu donc présenter Julien Sirac, Berlin On-Off. Alors, il paraît que c'était absolument extraordinaire. Et malheureusement, il n'en reste pas de traces, puisque ce soir-là, l'enregistreur qui est là ne fonctionnait pas. Donc, voilà, et il fallait être là, mais ce n'était pas le cas. Et donc, quand j'ai été confronté donc, à ce poéticide, j'étais très curieux, bien entendu, et puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet objet? On va assassiner des poètes comme ça, qui, après tout, au départ, on se dit, ouais, ils n'ont rien fait. En fait, si, ils ont fait plein de choses. Et c'est un peu tout ça qu'on va explorer ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait en mal, évidemment, puisqu'on les assassine, mais peut-être en bien aussi, c'est pas exclu. Et il y a bien entendu, alors c'est un roman, hein, qu'on ne se trompe pas, même s'il y a énormément de poésie à l'intérieur de ce roman, mais cette poésie, quand elle se présente sous une forme classique de poésie, si vous avez feuilleté le livre, vous l'avez vu, elle est barrée de grands traits rageurs, mais néanmoins assez minutieux, en fait, à travers la page. Et voilà, donc on va découvrir ce texte, enfin, certains d'entre vous le connaissent certainement, mais essayer de le parcourir, d'en voir un petit peu les enjeux et la façon dont ça vibre. On rit aussi pas mal dans ce texte. Je ne sais pas si c'était le but, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup ri. En tout cas, on va l'écouter. Donc, à ton choix, un petit peu, où est-ce que tu veux nous emmener pour commencer? Peut-être le départ, en fait, enfin, pour situer Donc, on va à Missolonghi pour démarrer. On va à Missolonghi, ouais. On va tuer du turc. Très bien. Voilà. Il le mérite. Alors, tous les crevés, tous les rayés. Ruine au milieu des ruines, il n'en revient toujours pas. Ne sait guère, ou plutôt ne comprend pas ce qui a pu l'amener ici, sur cette terre d'apocalypse où des remparts semblent s'être d'eux-mêmes dressés pour défier les profondeurs, au siège de Missolonghi, face à Lord Byron, et pourtant crache, étonne, et hurle comme s'il était sûr de son fait, plus implacable et péremptoire que la fièvre des marais, s'apprêtant à siphonner le poète, en uniforme rouge, à quelques mètres de lui, dans sa 36e année. De sporadiques échappées d'intuition lui laissent deviner qu'il est, d'une manière ou d'une autre, le metteur en scène de cette boucherie bicentenaire en bonne et due forme, à la Turca. Il ressent jusque sur son échine et sous son scrotum le frétillement des vaisseaux sillonnant la baie. Entend malgré lui la huée des bombardements qui n'en finissent plus de cingler ses halètements pour 3 secondes plus tard s'abattre sur le sol en friche, tout près d'une mer céruléenne à peine émue de ce Barnum à tombeau ouvert, par un ciel opaque et divinement serein. Les chocs répétés lui font l'effet d'une séance d'électrochocs, de ceux qui lui ont maintes fois déchiré l'épiderme entre 4 murs blanchis à la chaux, peut-être, il y a fort longtemps, sûrement, alors qu'il était rose encore de ses illusions d'aurore et paraît pour l'apothéose des plus folles épopées. Les plus inavouables aussi. Les yeux pointés vers son fort intérieur, forteresse a priori imprenable, il se souvient. Il faisait jour et froid. La veille, transi de fatigue, il venait de vomir sa bile en jet d'alexandrin filandreux sur le carré blanc pixelisé de son écran d'ordinateur, puis s'était assoupi, comme l'aurait fait n'importe quel homme humainement constitué, après 5 heures de labeur et de rumination. Les mots lui reviennent, comme par régurgitation. Alors il les remâche, les sourcils froncés, la mine grave, les récite à voix haute, oubliant, dans son navrant soliloque, le jeune poète prématurément vieilli. Nous sommes les pasteurs, nous sommes les poètes, nous sommes les élus commandant la tempête sur un plateau de verre où trône une coupette. Et nous buvons, et nous trinquons, et nous cuvons,
nous rendons en relance ce que nous vous devons. Mais que vois-je au hasard? Un joli papillon qui flirte avec le ciel et rime avec sillon? Je m'en vais l'enfermer dans ma verte rature. Je sais bien mieux que vous ce que vaut la nature. Sur le trottoir d'en face, une jambe coupée. Pourquoi ne pas en faire une belle épopée? Mes prophéties coudoient les fondements du monde. Je transmute l'abîme en lumière féconde. Nous sommes le Messie, nous sommes la trompette. Nous pleurons vos malheurs sur un air de goguette. Et nous voyons, et nous sentons, et nous disons, nous accommodons l'aube à toutes les saisons. Oh, je suis le poète, amant du peuplier. Je l'écrirai 100 fois pour ne pas l'oublier. Mais cet enfant qui pleure, et ces clochards qui crèvent. Mais non, vous vous trompez. Regardez bien, il rêve. Moi, j'ai une première question, mais bon, qui est très banale, hein, mais c'est quand même une vraie curiosité de ma part, c'est comment il est né ce projet donc, d'envoyer quelqu'un, un narrateur romanesque, assassiner en fait des poètes du passé, sauf un, on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas du passé. Mais j'ai vraiment eu envie de tuer les poètes. En fait, ce livre, il m'a empêché de finir au Newf. Voilà, c'était une thérapie vraiment psychanalytique. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'un soir, ça a démarré comme ça. En fait, si je dois résumer comment est né Poéticide, je mélangerais Steven Spielberg, un minable poète Facebook et les Indociles. Voilà comment ça s'est mélangé. C'est-à-dire qu'un soir, banalement, parfois je publie de la poésie sur Facebook, tout ça, quand j'ai rien d'autre à faire, c'est-à-dire souvent. Et quelqu'un m'a reproché de faire des rimes. Voilà, parce que dans la poésie contemporaine, on fait plus de rimes. Parce que, voilà. Et j'ai eu cette pensée-là, j'ai dit, il faudrait tous les flinguer. Et je me suis dit, tiens, donc, c'est peut-être pas une mauvaise idée. De tuer les poètes. Parce que parce que il y a une part de moi qui se reconnaît plus du tout dans ce que fait la poésie contemporaine. Voilà. Je suis un peu resté tributaire de ce qui se fait au 19e, au 20e, mais plus du tout de ce qui se fait actuellement, notamment de ce qu'on appelle la performance. Voilà. Bon. Et ensuite, tout bêtement, je suis allé voir avec une personne qui se trouve ici même un film de Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Voilà, très bon film d'auteur. Non mais c'est vrai. Et j'ai vraiment kiffé parce que je me suis dit, c'est un film où il y a 36 niveaux d'interprétation. C'est truffé de références. Et le spectateur lambda entre guillemets prend plaisir à regarder ça, et le geek qui a les codes, il est content parce qu'il a les codes et il sait ce que les autres savent pas. Et les références à Retour vers le futur, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là, la DeLorean, etc. Et j'ai dit, mais j'ai envie de construire un livre qui soit comme ça, c'est-à-dire, je vais pas aller tuer ce poète-là, il ne le mérite pas, et puis, enfin, la mort l'attend bientôt. Donc ça va se faire tout seul. Mais je vais essayer de construire un livre dans lequel je vais essayer de rendre hommage à ces figures que j'ai pas connues mais qui me manquent, mais aussi essayer de construire une sorte de parc d'attractions où à chaque page on va dire mais sur quoi on va tomber, sur quoi on va tomber, sur quoi on va tomber, et truffé de codes et de références. Voilà, pour montrer que la poésie, elle peut à la fois s'inspirer de ce qui la nourrit jusqu'aujourd'hui, mais en même temps faire table rase et être amusante, tout en étant exigeante. Voilà. Ça éclaire effectivement, mais en même temps ça introduit tout de suite, mais tu l'as mentionné, un paradoxe, puisque par rejet, fatigue, non-reconnaissance dans tout un tas de la poésie contemporaine, en fait, c'est des grands maîtres classiques ou modernes que tu vas aller faire assassiner, en fait. Donc, pourquoi ils ont rien fait, eux? Mais ils ont fait la poésie. C'est déjà trop. Ah, on est d'accord, non? Non, je sais pas. C'est déjà coupable. Non,
l'idée était finalement de questionner aussi la valeur de la poésie. C'est-à-dire, finalement, quand vous regardez, quand vous lisez des romans, quand vous lisez ou allez voir du théâtre, ils n'ont pas de posture. Un romancier prend pas la posture du romancier dans ses romans. Les poètes parlent beaucoup d'eux-mêmes dans leur poésie. C'est insupportable. Quand je reçois parfois des manuscrits de poètes, je m'amuse avec les fichiers Word à compter le nombre de fois où il y a le mot poésie ou poète. C'est affolant. Et donc je me dis, mais il faut les démonter un peu, quoi. Enfin, et il faut leur apprendre à. Enfin, ils parlent plus de poésie qu'ils ne font de poésie, en fait. Et aussi cette façon qu'ils ont. J'ai eu cette discussion-là, notamment avec un auteur qui m'a dit un jour, on peut très bien écrire de la poésie sans avoir lu de la poésie. Je suis pas d'accord du tout, en fait, avec cette prétention-là. C'est-à-dire, on peut... Picasso, par exemple, a dit un jour qu'il avait trouvé son style une fois qu'il s'était défait de tout ce qu'il avait appris. Il a quand même appris avant. J'aurais jamais pu me mettre à écrire aussi mauvais que soit ce que j'écris sans avoir lu tout ce que j'ai lu avant. Et il y a tout un courant de littérature et de poésie contemporaine qui fait complètement table rase de tout ce qui s'est fait, notamment, enfin voilà, enfin c'est leur choix et ils ont leur propre voie, leur itinéraire bis qui les mènera où ça les mènera, hein. Mais voilà. Mais je veux dire, c'était un peu leur faire la nique entre guillemets, de volontairement parfois prendre la forme de l'alexandrin, etc. et de la barrer en disant, ben voilà, ben je fais l'inverse de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous déconstruisez ce qui s'est fait pendant des siècles en prétendant être novateur. Moi, je reprends l'ancien, je le barre. Après, cette question de posture que tu mentionnes, notamment le fait de refuser ou d'affecter de refuser l'héritage de la lecture. Enfin, moi, ça me semble pas spécifique à la poésie parce que c'est quelque chose qu'on rencontre là pour le coup dans toute la littérature contemporaine. C'est un courant effectivement parce qu'il y a à côté de ça énormément d'auteurs, quel que soit leur degré de célébrité, de consécration, mais en tout cas des auteurs qui rendent en permanence hommage en fait à leur lecture accumulée et le fait qu'ils se situent effectivement dans un travail patrimonial où et justement c'est pas aussi simple que la notion d'influence, c'est vraiment de lire pour écrire. Et il y a effectivement tout un tas de romanciers, de nouvellistes, de poètes, mais qui disent viscéral et tout. Et c'était marrant parce que c'est l'année dernière en relisant en fait ce bouquin qui n'existe pas exactement en fait dans sa version d'origine parce que c'est un recueil de lettres de Bukowski en fait sur l'écriture. Et Bukowski qui est souvent utilisé comme conscience archétypale en disant ouais mais regardez c'est quelqu'un qui écrit avec ses tripes, avec son sexe, il y a tout est sur la table. En fait, dans ses lettres, il n'y a aucun doute sur le fait que Bukowski était d'abord un monstrueux lecteur, et puis qu'il y avait énormément de calculs, mais au bon sens du terme, pas de calculs d'apothicaire, mais de calculs en disant là c'est cet effet que je veux obtenir, et je vais l'obtenir par telle technique littéraire. Donc en fait un grand technicien qui ensuite effectivement, avec l'alcool, tout ça, le mythe, le sexe, on dit bon, ça peut pas être quelqu'un, voilà, qui avait une démarche d'exagération, alors que bien sûr que si. Donc c'est marrant quand je comprends pas comment sérieusement des gens peuvent rejeter en fait la lecture et l'héritage en matière d'écriture. Moi non plus. Du coup, on va lire un autre extrait tout à l'heure, mais bon après moi j'ai une question qui se profile, c'est donc pourquoi cela en fait parce que tu en as... Alors il y a énormément de poètes qui sont mentionnés, il y en a 9 poètes décédés qui ont droit en fait à soit un chapitre entier, soit une grosse partie d'un chapitre. Il y en a d'autres il y a un poète vivant, on en parlera tout à l'heure. Oui, il y en a 10 en tout. Ouais. Voilà. Et du coup, je me demandais pourquoi eux, pourquoi Byron, pourquoi Pessoa, pourquoi Artaud, pourquoi Sylvia Plath, pourquoi Baudelaire, pourquoi Hugo, pourquoi Rilke, pourquoi François Villon, et pourquoi Rimbaud. Pourquoi cela? Est-ce que c'est parce que c'est ceux que tu penses les plus importants, les préférés? Est-ce qu'ils apportent quelque chose de spécifique?
Au départ, j'en voulais 10 pour nous. Ensuite, on m'a fait la réflexion il n'y a pas si longtemps, mais il n'y a pas de femmes, quasiment. Euh, oui, il y a Sylvia Plath. Mais c'est parce qu'en fait, je voulais pas qu'on me fasse le procédé brutal avec les femmes. Donc voilà, je la mets sur une autoroute. Et voilà, Sylvia Plath au milieu des pointillés sans voix. Donc voilà. Enfin, elle s'est quand même finie de manière assez violente elle-même, donc la tête dans le four, hein, Sylvia. Donc elle n'a pas besoin de moi pour se poéticider. Donc ça va. J'ai choisi. En fait, c'est un peu. Mais là, ça va faire un peu. J'ai voulu prendre ceux qui étaient pour moi des archétypes et qui représentaient vraiment quelque chose de symbolique. Et le poéticide, il va pas tuer pour le plaisir de tuer. Il va extirper la poésie à la racine. Alors, je vais pas faire je suis de formation philosophique, je vais pas faire pas parler de Kant, ni des choses qui vont fâcher, ni de, voilà. Mais l'idée, c'était d'aller choper les piliers, en fait, et d'ébranler, voilà, et de prendre aussi des références que tout le monde pouvait, dont tout le monde pouvait avoir entendu parler à un moment ou à un autre. Tout le monde connaît plus ou moins Pessoa, Artaud, Baudelaire, Hugo, Rimbaud, voilà. Et l'idée aussi, c'était il y a plus ou moins un mythe autour de tous ces poètes-là. Et le poéticide, son rôle, c'est à la fois à la manière un peu de Nietzsche, d'aller casser le mythe en disant, enfin voilà, il va choper Byron en lui disant, mais ouais, enfin tu passes pour le héros qui t'allait donner sa vie. La vérité, c'est que t'es mort comme un pauvre clodo, délaissé par un soldat grec de 15 ans. Voilà, enfin t'es qu'un pauvre gay à chien. Voilà, enfin ta femme disait que t'étais fou, tu t'es tapé ta sœur. Voilà, en fait, c'est de montrer que la posture du poète chaman ou qui montre la voie, elle tient pas. Elle tient pas, elle a jamais tenu, et elle tient pas aujourd'hui. Et en fait, le malin plaisir que j'ai eu, c'est d'aller voir leur biographie et de les tuer par là où on les a glorifiés. Donc voilà, donc Byron, il le prend par où il a fauté. Il fait la même chose avec Pessoa. Pessoa est alcoolique, il lui fait boire beaucoup d'eau pour le faire gonfler et éclater. Artaud, on fait de lui l'archétype du poète, souffreteux, démembré, etc. Il va le choper dans le berceau et il le démembre. Voilà, il dit tu l'aimes toujours ta cruauté. Voilà, il peut pas répondre, Artaud. Il peut pas répondre, il est dans le berceau. Ouais. Mais pareil, Pessoa, il va le chercher à l'école, tout petit. Donc, avant que tu te dédoubles, enfin, tu te détriples ou que tu inventes tes hétéronymes, je vais t'empêcher de faire voilà. Et j'avoue que j'ai une petite préférence pour Rilke. Voilà, enfin, il va l'attraper avant qu'il envoie la lettre au jeune poète en disant attention, tu vas semer la mauvaise graine. Alors déjà, tu écris des bêtises, mais en plus, tu vas semer la mauvaise graine dans l'esprit d'un jeune homme. Non, là, tu ne... Donc en fait, c'était ça, c'est-à-dire plus que d'attaquer facilement la poésie et ce qu'ils ont écrit, parce que ce sont des figures que j'admire profondément. C'était de démonter le mythe poétique. Et finalement, ces gens-là sont plus connus pour le mythe qu'on en fait que lus véritablement aujourd'hui. Voilà, enfin, il y a très peu de monde qui lit Villon, par exemple. Ouais, non plus que certains, enfin, en tout cas, bon, après, il y a la question des traductions et tout, mais enfin, la poésie de Byron, je sais même pas s'il y a s'il y en a une édition complète en français aujourd'hui, je suis même pas sûr. Complète, non, mais il y en a. Il y en a, bien sûr. Quand on bossait avec Denis Lavant, il venait de lire Manfred, par exemple. Voilà. Enfin, voilà, je les ai pris parce que c'était des archétypes et que tout le monde pouvait les manier et les connaître. Et aussi parce que c'était des poètes qui me tenaient à cœur. Et donc il fallait que je les tue. On va revenir sur certains d'entre eux, mais peut-être on va écouter un deuxième extrait. Oui. Qui est-ce que tu veux assassiner devant nous cette fois? Qu'est-ce que je vais assassiner? Peut-être quelqu'un. Ah bah tiens, Antoine Artaud comme ça.
Voilà. Ma gorge est un entonnoir qu'on aurait nettoyé à l'eau de javel. Non, décrassé. Non, récuré. Ma tête, une éponge imbibée d'absinthe. Je ne sens plus mes doigts. Je ne sens plus mon cœur qui devrait battre et n'a guère plus de masse ni de circonférence qu'un petit pois coincé dans la gueule d'une goule affamée. Je trinque pour tout ce qu'a pu ingurgiter le petit Pessoa, juste avant de rendre l'encre et l'encrier. Derrière la fenêtre nue s'étale indécemment Marseille, logeant dans ses replis chatoyants l'Uvonne, le Jarret, le ruisseau des Égalades, la Canebière et les Calanques. Hiver 1896, chambre d'Antonin Artaud. À quoi ressemble ce poète nouveau-né dans un lit miniature? Ça geint, grimace, pue, se contorsionne, réclame. Artaud le Momo, Artaud l'anarchiste, pseudo-Héliogabal, visionnaire de Rodez, opiomane invertéré, partisan du théâtre de la cruauté, adepte de la transe, toi qui rêveras d'un corps sans organes, te voici pour l'instant minuscule et pitoyable, à chier dans ta couche et rougir de tes poussées dentaires. Déjà bien assez vieux pour mourir, cependant. Je serai ton moine et tu seras ma vierge. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement, Dieu, et avec Dieu, ses organes, car, liez-moi si vous le voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, vous l'aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes, et cet envers sera son véritable endroit. Dont acte. Je te déleste. Le bras gauche, d'abord. Puis le droit. Les jambes ensuite. Le poète perché n'est plus qu'un tronc. Qu'en penses-tu? Pas si fort. Vois-tu? Il y a les poètes minimalistes impuissants, ceux qui ne peuvent ni ne savent écrire davantage que 3 mots par vers ou phrase ou séquence. Il y a les minimalistes chichiteux, ceux-là pensent avoir tout dit en 2 ou 3 mouvements. Tais-toi donc. Ta langue, tes 5 ou 6 dents, tes amygdales, ma parole, tu gicles, Antoine-Marie-Joseph Paul. Pisse, glaire et sang. Je vais te faire une confidence, mignon pestiféré. Si jamais tu survis, tu ne pèseras pas plus lourd dans 50 ans. Quant aux mères de famille, il faudrait tout simplement leur couper les mains. Celles-là veulent coûte que coûte nous tricoter leur petit haïku quotidien. Comme si talquer des miches et sucer des queues n'était pas suffisant. Pardon, je devrais surveiller mon langage. Tu ne cries plus? Écoute un peu. Cailloux semés sur nos destins croisés, fuite à travers les taillis déboisés, jalousie d'une scélérate reine. Oh, poésie, poésie contemporaine. Finissons-en. La Méditerranée nous écoute. La lune a pris congé. L'imposture mythomano-mythologique prend fin dès ses premiers balbutiements. Étouffée dans l'œuf, l'acariâtre et son double. Rebouché pour toujours l'ombilique des limbes, avec ta propre merde. Façon de parler. Eh, Antonin, tu l'aimes toujours autant, la cruauté? Il y a quand même droit à un traitement assez gratiné, Artaud. Ouais, mais enfin, quand même, il s'est pas épargné lui-même, donc, et on l'a pas épargné lui-même. Alors, l'un d'eux, enfin, tu parlais effectivement de la part de mythe, et qu'en fait, il s'agit moins probablement de tuer le poète lui-même que le bout de mythe qu'il incarne. Il y en a un qui irrigue une bonne partie quand même du poéticide, qui avant d'apparaître de façon directe est contenu dans des masses d'allusions, qui est Rimbaud. Enfin, il me semble qu'il a une place en fait à la fois un peu presque finale et assez centrale. Pourquoi ce traitement un peu spécifique en fait, pour Rimbaud? Rimbaud, il concentre un petit peu tout ce qu'il y a de pire et de meilleur dans la poésie. De meilleur parce qu'il a écrit des textes assez sublimes, quoi. Les Illuminations, Une saison en enfer, voilà, le poème Le bateau ivre, etc. Enfin, c'est parmi les sommets de la poésie, en tout cas mon panthéon personnel. Puis ensuite, enfin, toute la mythologie qu'on fait autour de lui, c'est juste insupportable. Ça, il n'en est pas responsable.
non, il n'en est pas responsable, évidemment. Je dis toute la mythologie qu'on fait autour de lui. Il n'en est pas responsable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a finalement peu écrit, déjà. Et puis ensuite, le poéticien le prend par là. Il lui dit, déjà, il le remercie. Il lui dit, grâce à toi, j'ai bien baisé. Parce que ah oui, il lui dit ça, il est bien baisé parce que on a fait de moi un Rimbaud aussi. Donc voilà, les mères de famille adorent les Rimbaud. Parce que il faut savoir que quand on a l'air d'un Rimbaud et que quand on dit qu'on est poète, ça attire. Voilà. Il lui dit, mais et là, il le mentionne, mais c'est un peu trop facile de lui dire, on va t'aider vendre des armes à Ménélique, roi de Shoah, etc. Bon, voilà. Et finalement, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie, qui a écrit très peu, qui a disparu du champ poétique assez vite. Et c'est une cible de choix pour le poéticide, c'est-à-dire pour casser la mythologie rimbalienne. C'est très simple. C'est-à-dire, tu t'es compromis, tu pues du mythe. C'est un peu ça. Et aussi, il y a ce que le narrateur, le jeune narrateur dit à la fin, il y a le retournement qui se situe à la fin, c'est-à-dire que les deux jeunes hommes sont face à face et Rimbaud le met face à ses contradictions en disant finalement on se rejoint dans un certain sens, mais ça je peux pas le dire, sinon voilà, je dévoile une partie de l'intrigue, mais c'est un moment énorme en effet. C'est énorme. Ouais. Énorme. Mais voilà, Rimbaud, c'est on le cite souvent en exemple au panthéon de la poésie française, alors que finalement, je le répète, il a très peu écrit, et il ne mérite pas tout le foin qu'on fait vraiment autour de lui. J'ai même vu passer un article assez récemment où quelqu'un pour dénoncer le capitalisme, le mondialisme, etc. On reprenait une phrase de Rimbaud en disant, où Rimbaud cite les horreurs du commerce ou quelque chose comme ça. Manifestement, il a lu ça de Rimbaud, il n'a pas lu le reste. Voilà. Et il met ça dans la même phrase que Marx. Voilà. Attends, les livres de contes de Rimbaud sont pas non plus passionnants. Non, voilà. Donc, Rimbaud pour cette chose-là, et aussi parce qu'il est le symbole aussi finalement d'une jeunesse. Et je termine par lui. Parce que malgré tout, finalement, c'est ça que devrait aussi symboliser la poésie, c'est-à-dire, j'avais utilisé le terme au départ de juvénilisme quand j'ai présenté ce texte à Pascal Arnaud pour les indociles. J'avais parlé de juvénilisme, et pas de jeunisme, justement. Pour moi, on peut être juvénile à 80 ans, à partir du moment où on se pose pas de contraintes. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on prend acte de ce qui a été fait et qu'on le digère, et que voilà. Donc, et j'avais bien envie d'aller rencontrer Rimbaud et lui casser la gueule. Et c'est ce qui se passe. Ah, mais c'est plus compliqué, c'est le poéticide le plus compliqué de tous. C'est le plus compliqué parce qu'il le met, il lui dit, vas-y. Rimbaud lui dit, vas-y, tue-moi. Non, il lui dit, vas-y, tu peux tout finir d'un coup. Et, je ne dis pas ce qui se passe parce que c'est énorme. Ouais. Voilà. Parce que c'est un roman à suspense, hein, vous l'avez bien saisi, j'espère. C'est le climax. En fait, c'est un thriller. Et un roman policier également. Ah oui, c'est vrai, il y a une résistance interne qui se met en place. Marcel Moreau là-dedans, quand même. Ouais. Parce que là, bon, d'abord, voilà, lui, il est vivant. Il est vivant. Longtemps qu'on sache. Oui. Mais dernière nouvelle. Mais voilà, donc il joue quand même un rôle très très particulier, Marcel Moreau, dans Poéticide. Oui. Comment il a surgi là sur la scène et dans cette position-là. Alors, dans des circonstances particulières.
En fait, Poéticide, c'est un texte qui a surgi assez vite, et pour plusieurs raisons. Il fallait que je tue un contemporain. Je viens de parler avec Denis Lavant, les deux réactions. J'ai parlé de ce texte-là et qu'on a fait une lecture ensemble. Les deux réactions très très drôles. Il m'en voudra pas de le dire, de toute manière, il s'en fout complètement. Il dit, mais en fait, dans ton truc, il dit c'est un roman. Je dis, ouais. Et t'assassines tous les poètes. Et ouais, putain, il le mérite. Donc ça a été sa première réaction. Et la deuxième réaction, c'est pourquoi tu tues pas des contemporains? J'ai assez d'emmerdes comme ça. Et voilà. Et il me fallait un contemporain. Et en fait, je savais que, puisque j'étais chargé de trouver des textes pour la collection d'un dossier, je savais qu'on allait rééditer Marcel Moreau. Et en fait, je vais tuer Marcel Moreau. Et je savais aussi qu'on allait rééditer Ado de Dieu. Et dont le sous-titre aussi est l'ordure lyrique. Donc j'ai lu ce texte. Et il y a toute une apologie de l'ordure en ouverture qui est juste incroyable. Et j'ai trouvé ça assez drôle que le dieu des poètes, mon poète préféré c'est Hugo. Voilà, et je le tue de manière anecdotique d'ailleurs. Il y a tout un jeu là-dessus. Et j'ai trouvé ça amusant que finalement le dieu des poètes soit finalement encore vivant et que ce soit le moins connu de tous et qu'il soit assimilé à l'ordure, et ce que Marcel a accepté parce qu'il a beaucoup d'humour et de second degré et du coup je lui fais manger ses ordures, c'est comme ça que je le tue. Et non mais voilà. Et ça permettait aussi de faire quelque chose d'assez beau, c'est-à-dire de jumeler nos textes. J'ai cette notion-là aussi de jumelage et de partage qui est assez importante. Et c'est aussi de prendre le contre-pied. Et du coup, ça dévoile un petit peu une partie de l'histoire, mais c'est que au moment même où où le poéticiste pense avoir arraché la poésie à la racine en tombant sur Victor Hugo, en disant je vais te noyer comme ta Léopoldine. Voilà. Il dit, non, tu te trompes de cible, c'est pas moi le dieu des poètes. C'est qui? C'est lui. Quoi donc? Dieu est né à Boussu. C'est Marcel Moreau. Voilà. Et de se retrouver catapulté, et l'un des grands moments, ça a été de lire ce passage où je tue Marcel Moreau devant Marcel Moreau. Et voilà, donc j'ai tué Marcel Moreau devant Marcel Moreau. Et j'ai vu dans ses yeux, enfin voilà, c'était assez amusant. Et c'était aussi une manière de dire que la poésie n'est pas forcément là où on la situe. C'est-à-dire, elle n'est pas forcément dans les recueils, elle est pas forcément. Il écrit aucun recueil de poésie, Marcel Moreau. Aucun. Il écrit des romans, il écrit des fictions, etc. Que la poésie n'est pas forcément là où on la situe, elle n'est pas forcément dans les beaux recueils, dans les trucs dorés sur tranche, mais elle peut être dans l'ordure. Voilà, donc c'était prendre le contre-pied. Bon, il y a cette question-là, mais peut-être qu'on finira peut-être avec ça, si tu veux, après peut-être un autre extrait, mais qui est effectivement sur la question de je vais pas dire sous une forme trop pompeuse, mais c'est un des miracles de Poéticide, je trouve, c'est qu'il parle évidemment de façon fondamentale à travers le meurtre de ces figures mythiques et en partie mythologiques désormais, de poésie, mais évidemment se garde bien de s'atteler à cette tâche un peu insensée qui serait de définir en fait la poésie et se contente de la poser, et j'aime bien cette idée de jouer avec les questions de catégorisation, de classification. Donc on va en reparler peut-être pour conclure si ça te convient, mais j'aurais bien aimé en avoir un autre de meurtre. Un autre meurtre, je sais pas, on peut peut-être demander que vous voulez tuer qui? Pessoa. Pessoa? C'est très dur parce que tu vas lire avec moi, oui. Oui, c'est parce qu'il y en a plusieurs, oui. Ouais, c'est parce qu'il y a deux personnages, donc du coup. Oui, c'est vrai.
Donc tu vas jouer Pessoa. Le petit Pessoa. Le petit Pessoa. Fernando. Fernando, c'est ça. Fernando. Alors, une salle de classe en 1901 au lycée du Cap de Bonne-Espérance. Un seul écolier au dernier rang, penché sur son cahier, marmonnant des litanies ponctuées de mots boudeuses et de sourires contenus, ou presque. Un vieil homme et Fernando. C'est au berceau qu'il faudrait les prendre, les pendre, avant qu'ils ne sachent écrire ou parler, autrement dit mentir, aveugler, recouvrir, dissimuler. Des faux monnayeurs par nature ou vocation. Le verre est dans la paume et la paume en ma paume. À moi de l'engloutir. C'est ma contribution à l'ordre universel, ou, plus modestement, mon petit coup d'épieu à l'historiographie. L'Uchronie satisfaite. Comme une odeur de colle et d'innocence. Et l'on dira de moi... Pas le moindre poète. Je ne vous connais pas. Bourgeon de Lisboète. Comment savez-vous? Qu'on te prénomme Fernando, qu'à Fernando tu préfères Alexander, quand ton esprit suractif germe déjà 1000 fragments posthumes, déclame déjà à plus de voix qu'il ne peut exister d'hétéronymes capables de les enrhumer, que tu ne tiens pas en place, et qu'il faudrait te vermifuger, comme disait Feu Papa. Je ne comprends pas. Leitmotiv pessoïen, dirons-nous. Vos habits? Mon par-dessus te choque, et pourtant. J'écrivais des poèmes en anglais. Toutes mes condoléances. Pour? Madalena. Je ne vous permets pas. Mauvais timing? Je vous déteste. J'ai cru t'aimer. Enfin, toi et tes avatars. Je suis seulement le lieu où l'on pense et ressent, rien d'autre. Ricardo Reis, l'épicurien. La seule réalité, ce sont les sensations. Vous comprenez, monsieur? Les sensations me frappent, les pensées me bercent. Alberto Cairo, le païen. Il y a des métaphores qui sont plus réelles que les gens qu'on voit marcher dans la rue. Descartes avait raison. Alvaro de Campos, le moderniste. On devrait pouvoir changer de vie comme on change de linge, vous ne trouvez pas? Bernardo Soares, le bureaucrate. Je n'aime personne en fin de compte, si ce n'est moi-même, puisque je n'aime que l'idée que je me fais des autres, et cette idée m'appartient en propre. Le monde n'est qu'une projection de notre esprit, et ce n'est qu'à cette condition qu'il nous semble parfois familier, ou du moins habitable. Si jeune, et déjà si vieux. Leurs noms me plaisent beaucoup. Ce sont les tiens. Vraiment? Je voudrais me posséder en cachette et me consteller à l'infini. Petit Fernando, tu t'es répandu dans les volumes et les consciences, comme un poison. Je veux dire, tu pourrais te répandre et marmonner comme personne le désenchantement du monde. Ce désenchantement auquel l'art, et seulement l'art, peut remédier, dans sa dispendieuse irréalité. Pousser tes branches et devenir l'un des penseurs les plus prolifiques du XXe siècle. C'est pourquoi tu dois disparaître. Mais je n'ai commis aucun crime. Pas encore. Je n'ai que 13 ans. Je t'épargne une mort d'alcoolique, une faim par la soif. Je veux revoir Lisbonne. Tiens-toi tranquille. Un paquebot t'y emmènera via Alexandrie. Dans une malle, probablement. Comment comptez-vous? En remplaçant l'alcool par l'eau. Je vais te remplir comme une gourde géante. Électrolytes et cellules nerveuses en perdition. Hyponatrémie, confusion mentale, arrêt cardio-respiratoire. Et tu ne pourras plus ni lever le coude, ni faire crisser la mine. Et l'on dira de moi... Et l'on dira de toi... tel un rongeur captif de quelque noir boa. Pour souffler, trépassa le petit Pessoa. Ouais. C'est vrai qu'il a fallu se mettre à plusieurs pour les éliminer tous d'un coup. Et oui, donc il y a cette chose que je trouve énigmatique, parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit ces poètes sont effectivement, donc à l'exception notable de Marcel Moreau, mais donc sont des poètes qui sont classiques ou modernes, pas des contemporains, qui ont pratiqué de la poésie en rime, de la poésie en vers libre, de la poésie en prose. Donc il y a ce truc qui traîne dans Poéticide, c'est la poésie. Enfin, est-ce que c'est à ce point une catégorie Tu veux dire, est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que c'est une catégorie à part? Ouais. Ce serait très prétentieux de dire ma définition. Enfin, j'ai l'impression que chaque poète a sa propre définition de la poésie. J'ai l'impression que finalement chaque écrivain, quand il écrit, a sa définition de ce que c'est que l'acte d'écrire, enfin, inconsciemment, plus ou moins inconsciemment. Moi, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que, par exemple, quand je lis Bolaño, j'ai l'impression que c'est un poète. C'est un exemple. Quand je lis
Par exemple, quand je lis les romans de Victor Hugo, j'ai l'impression que c'est encore de la poésie, alors que ce ne sont pas Par exemple, L'Homme qui rit, qui est mon roman préféré, j'ai l'impression que c'est de la poésie. Autant que les Contemplations, ou La Légende des siècles, ou voilà. En fait, je sais pas. Alors là, je vais peut-être ramener à la philosophie, mais c'est l'exemple qui me vient tout de suite. J'ai beaucoup étudié les nazis. Là, on a le droit de cette chose. Là. Et un penseur qui s'appelle Carl Schmitt et qui dit que la politique, c'est pas un domaine à part. C'est le degré d'intensité à partir duquel il y a un camp ami et un camp ennemi qui se fondent. Et la poésie, pour moi, c'est pas, sans prétention, hein, c'est pas un domaine à part ou un champ d'écriture à part, c'est un degré d'intensité de l'écriture, je trouve. C'est à partir du moment où il y a une puissance d'évocation du mot et de la phrase qui se crée. Et une puissance d'évocation où les sensations et les images commencent à se créer. Voilà. Et on est au-delà du sujet verbe complément, etc. Sartre le dit très bien, par exemple. Il dit, le poète, il utilise les mots comme des choses et pas comme des signes. En fait, il les tâte, il les prend, et ça, on le trouve dans n'importe quel texte. Pas forcément dans des textes de type poésie, de recueil poétique, etc. On a des écrivains français ou étrangers, etc., on a l'impression que chaque mot est choisi, et on a l'impression qu'on fraude des silex, il y a quelque chose qui jaillit, et on trouve ça très très rarement, mais on le trouve encore. Grâce à quelqu'un qui, là aussi, j'ai découvert un écrivain qui fait un peu débat, mais qui s'appelle Richard Millet, il y a quelques jours. Je peux dire que c'est un poète, par exemple, parce que j'ai l'impression que chaque mot est à sa place, et j'ai l'impression de sentir ce qu'il écrit. J'ai l'impression que voilà. Et c'est aussi Cocteau parlait de la poésie de roman. Voilà. La poésie, c'est un degré d'intensité de l'écriture et qu'on peut retrouver dans tous les genres littéraires. Que ce soit la nouvelle, que ce soit le théâtre, que ce soit le roman. Voilà. En revanche, des gens qui se prétendent poètes, alors je suis désolé, ne sont pas nécessairement, voilà. Voilà, les performeurs, les trucs comme ça, là, qui font blablabla, voilà, ils peuvent continuer à faire blablabla, mais une fois sur le papier, ça fait blablabla, voilà, et il n'en reste que l'odeur, d'où Serge P. Voilà. Voilà, il fallait que je cite un nom et que je poéticite quelqu'un. S'il avait fallu que je poéticite quelqu'un, ça aurait été, voilà, je sais pas qu'il y a un problème avec la performance en général, mais pour moi c'est pas un objet écrit, enfin, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai déjà lu des textes qui ont été performés. C'est fait pour être performé. Une fois que tu as l'objet écrit devant toi, ça ne tient pas. C'est pas fait pour être lu. Voilà. Et bien souvent, ce sont ces gens-là qui disent, on peut faire de la poésie sans. Il s'agit pas d'imiter ceux qui ont. C'est ce que je veux dire par poéticide, c'est-à-dire, on rend hommage, on prend acte, puis après on réinvente quelque chose. Mais on peut pas se dispenser d'avoir lu. Enfin... Pure opinion, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'écrivains contemporains, qui soient étiquetés poètes ou non, mais dont la langue se prête en fait à la performance comme à la lecture. Et il y en a quelques-uns quand même. Christian Prigent étant un exemple. Il y a une différence entre il y a le devenir, ce qu'on appelle le devenir scène, par exemple, d'un texte, et les textes qui sont faits explicitement ou expressément pour être gesticulés ou voilà. Je veux dire, il y a des textes qui sont faits pour être écrits et qui se prêtent très bien à être interprétés et mis en voix. Mais je pense que chez certains auteurs, peut-être, et ça, bon, j'en sais rien, je suis pas un exégète à ce point, donc quelle est la part justement de visée consciente et presque programmatique, quelle est la part de génie et de chance. Mais il y a des textes, je pense, qui procurent quelque chose quand on les lit sur la page,
et en fait, dès l'origine, sont aussi, enfin, justement, c'est pas une transposition à l'oral, c'est qu'ils appartiennent aussi, au fait, au monde du théâtre, de la performance, de la déclamation, et que leur effet, en fait, fonctionne par miracle peut-être, ou alors par vraiment extraordinaire calcul de la part de l'auteur, de façon différente, bien entendu, mais aussi forte dans les deux cas. Je pense que c'est plutôt des exceptions, effectivement, que des règles, enfin, par rapport à ce que tu dis. Ah oui, bah, et puis il y a des textes qui mettent en mouvement aussi. Bon, bah, par exemple, quand tu lis du Marcel Moreau, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la translation. Quoi. On est même essoufflé. Ouais, on est même essoufflé. Ouais. Enfin, on tient plus. Quoi. Enfin, il faut s'arrêter. Voilà, parce que on sature un petit peu. Moi, c'est une des choses que je trouve très impressionnante avec ce poéticide, c'est que voilà, il y a une espèce ça va très au-delà de la simple malice, mais c'est un texte qui est extrêmement malicieux, qui est extrêmement rusé, qui effectivement met son lecteur ou sa lectrice en léger déséquilibre permanent, en jouant en fait sur voilà, la volonté de tuer, d'extirper quelque chose, et en faisant dans l'acte même une espèce d'hommage assez incroyable en fait à non pas à la poésie avec des grands P partout, ni même à la poésie classique non plus. C'est pas ça. C'est fin. C'est à certaines choses qui sont on l'a vu dans les extraits qu'on a entendus, tout en assassinant Pessoa ou en assassinant Artaud. À chaque fois, il y a une forme d'hommage en fait qui se glisse et qui est très 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 belle. Quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est un texte et je vais le dire non pas sous forme rituelle, mais c'est vrai que c'est un texte qui non seulement est un énorme plaisir de lecture, mais qui se prête très bien également à être offert en fait à des gens. Pensez-y, achetez-en plusieurs. Tu nous lirais un dernier extrait. Moi, je pense que pour pas faire l'assassin seulement, peut-être lire un poème. Voilà. Un poème barré. Aujourd'hui, j'ai appris que mes poèmes sentaient le foutre. C'est vrai, dans un, voilà. Donc mes poèmes, j'écris des poèmes barrés. Et mes poèmes sentent le foutre aussi. Enfin, voilà. Donc je vais pas vous lire le poème qui sent le foutre. Denis Lavant l'a très bien lu. D'ailleurs. Voilà. Et puis il y a un poème dans la veine romantique. Voilà. C'est juste après avoir tué Shakespeare. Voilà. Ils tuent Shakespeare, mais ils disent qu'il y a une vache qui est morte de façon suspecte pas loin, et comme on est à l'époque de la chasse aux sorcières, du coup on fait brûler la cahute, et voilà. Donc normal. Il y a un peu d'encéphalopathie bovine spongiforme. Ça s'y prête. C'est ça, ouais. Bon, alors, voilà, c'est un peu une, enfin bon, voilà. C'est la séquence love de la soirée, on va finir là-dessus. Je peux laisser mon numéro à la fin aussi. Ils ont prisé l'amour à n'en plus respirer. Goûter cette liqueur au point de chavirer, creusant jour après jour un gouffre de regrets, plus morne que la mort, sous d'orgueilleux cyprès. Ceux-ci ont vu l'aurore éclairer leur balcon, sans penser un instant qu'un funeste flacon ternirait leur printemps, vert de baisers mouillés, chérubin de Vérone à jamais sacrifié. Ce barde échevelé sonda le précipice dans l'espoir insensé d'y cueillir Eurydice, n'ayant pour tout bagage au milieu des combats que l'ombre du génie, son lutte et ses éclats. Sur un bateau voguant vers l'ivre Cornouailles, deux jouvenceaux charmés fêtent les fiançailles, des rudes effusions jetées par-dessus Flore. Voyez comme il sourit, comme il rayonne encore. Ariane, au fil de l'aube, en visage solal, séducteur avisé, frénétique, amoral. Hélas, le quotidien perfide est décuplé, leur trame, un grand final, obscur et dépeuplé. Deux nénuphars flamboient sur un lac de misère. Chloé vomit son drame, et Colin désespère. La ruine éparpillée réduit le rituel, et dans un coin de nuit soupire un pianoctel. Comme il faisait bon vivre au temps du choléra. Florentino berçait Fermina dans ses bras, de maigres musiciens, prodigues de caresses, et l'or de Juvénal soudoyait les promesses. Suzanne tranchait 8 vies pour oublier la sienne, semence des Manson, furie californienne. Ce modeste étudiant s'éprend du monstre blême,
et souffle à son chevet sanguinolent. Je t'aime. Chante leur corps fondu la réunion des âmes, le prodige ahuri des amants sous les flammes, ruisselant de sueur, de soie, de soir, de sève. Qui pourrait soupçonner le maître et son élève? Cet homme en aime un autre et se plaît à l'aimer. Forfait contre nature, il faut donc l'enfermer, l'exécuter sur place et laver notre honneur. Qui méconnaît la loi, qui méconnaît la loi, renonce à son bonheur. Je suis désolé. Qui méconnaît la loi, renonce à son bonheur. Parfois, dans la torpeur des froides insomnies, j'entends le souvenir des illusions bannies, fracasser les miroirs à n'en plus rêvasser. Puis je m'endors nouveau pour mieux recommencer. Merci beaucoup. Merci à toi, Hugues. D'avoir accepté cette invitation et pour la sortie donc de ce roman poéticide, ce roman assassin et en même temps plein d'amour, il faut bien le dire. Donc voilà, écoute, je vous propose de continuer les discussions autour d'un verre ou de plusieurs et donc de ne pas hésiter à faire dédicacer vos 5 ou 6 exemplaires chacun, comme convenu. Puisque c'est offert. Voilà, parce qu'il ne faut pas abuser de la situation, mais dans un acte lui-même poéticide et légèrement suicidaire, en fait, l'auteur en fait s'était proposé d'offrir en fait l'ensemble des textes ce soir dans la limite des stocks disponibles. Donc, je ne lui ai pas dit qu'il y en avait 55 qui attendaient derrière. En tout cas, vraiment merci infiniment. Non, merci à toi, Hugues.